Allez hop, on est bon. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Salut, salut. Alors, il y a déjà un peu de monde sur le live, parfait, génial. OK. On va attendre encore un tout petit peu, histoire que tout le monde se connecte. Il y a pas mal d'inscrits ce coup-ci. Salut Paul, salut Albin. Salut Thomas. Oui, un replay sera dispo. Ça fait quelques mois qu'on commence à faire des webinaires qu'on utilise pour partager un peu notre savoir sur tout ce qu'on peut faire en tracking ou en data au global. Et tout est à chaque fois, salut Manu, tout est à chaque fois uploadé sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et on repartagera tout ensuite, de toute façon, via newsletter, sur LinkedIn, comme d'hab. Allez, let's go, 17h02. Alors, on va attaquer. Je vais vous faire une petite présentation de Boril, rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et ensuite, William, lui, se chargera de dérouler tout le webinaire sur voilà, comment mettre en place un tracking Shopify de qualité. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Boril, on est une agence data. On existe depuis maintenant au moins 5-6 ans. On travaille avec une multitude de clients et on travaille avec pas mal de clients, surtout cette année, qui sont sur Shopify. On travaille avec du Kabaya, on travaille avec du Ziggy, on travaille avec du Nux, on travaille avec les secrets de Loli. Donc, du coup, on a beaucoup, beaucoup travaillé cette année sur des sites Shopify, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on se sent être le bon interlocuteur pour pouvoir vous parler un peu de comment on fait le tracking sur Shopify. Aujourd'hui, Boril, on est une petite vingtaine et on est répartis en 3 business units. On a une première BU qu'on va appeler App et Web Analytics. Donc là, on est en plein dedans, mais c'est accompagner nos clients sur toute la collecte de leurs données pour envoyer un maximum de données de qualité dans les régies publicitaires, les outils analytics et CRM. Ensuite, on a une deuxième BU qu'on va appeler BI et Data Visualisation. On vient mettre en place chez nos clients des Data Warehouse Marketing, dans lesquels on va venir ingérer toutes les données de la stack digitale pour pouvoir mettre en place des supports de visualisation un peu plus avancés et aussi, par exemple, des systèmes d'alerte. Et enfin, on a une dernière BU qui a 1 an et demi, qu'on appelle CRM Marketing Automation. Et en fait, on vient installer chez nos clients qui sont sur Shopify et Klaviyo ce qu'on appelle une CDP, qui va nous permettre d'enrichir en données le Klaviyo de nos clients pour pouvoir mettre en place des scénarios qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus enrichis en données, et donc du coup qui convertissent mieux. Donc voilà pour Boril. Du coup, comme je disais, le sujet du jour, c'est le tracking sur Shopify. Il y a plusieurs manières de faire du tracking sur Shopify. Nous, aujourd'hui, on a une façon de faire dont on est très satisfait. Le but du jeu, c'est que William, qui a beaucoup travaillé sur Shopify cette année, puisse vous expliquer comment est-ce que les gens font du tracking Shopify habituellement et quelle est la manière de le faire de la meilleure manière possible. Gardez vos questions pour la fin, vous pouvez les noter, et nous, à la fin, on prendra un petit peu de temps pour y répondre. Voilà, William, je te laisse la parole. Oui, merci Thomas. Donc, moi, je m'appelle William Voyer, je suis web analyste chez Boril depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. J'ai pas mal travaillé sur les différents sujets Shopify chez nos clients, pas mal d'e-commerce, il y a eu pas mal de migrations aussi ces derniers temps. Et je vais vous faire cette présentation sur comment mettre en place un tracking optimisé sur Shopify, quelles sont nos recommandations. Et je vais vous faire un petit tour aussi d'horizon sur les enjeux du tracking moderne, quel est l'historique aussi du tracking sur Shopify et les grandes phases par lesquelles on est passé. Je vais vous parler également des différentes applications natives qui sont présentes sur Shopify, en parlant aussi des avantages et des inconvénients de chacune de ces applications. Et ensuite, on va finir par une anatomie d'une architecture Shopify idéale. Alors, c'est pas, il y a pas mal d'architectures qui sont possibles sur Shopify. Nous, on va vous présenter la nôtre et ensuite, on vous montrera les différents résultats que nous avons eus chez nos clients. Alors, pour commencer, les enjeux du tracking moderne, donc je vais reposer un petit peu les fondations. Aujourd'hui, en 2026, l'objectif dans le tracking, c'est assez simple, c'est de collecter un maximum d'informations, que ce soit pour l'analytics ou pour les régies publicitaires, de sorte à, avoir suffisamment de données qualitatives pour prendre des décisions et des actions marketing, et 2, nourrir les bons algorithmes, enfin les algorithmes avec de la bonne donnée et optimiser les performances de ces campagnes publicitaires. Pour optimiser du coup la collecte de données,
les enjeux techniques majeurs auxquels on fait face en tracking, c'est principalement donc le maintien des cookies dans le temps. Ça permet notamment d'identifier l'utilisateur plus longtemps, on va dire. Euh, les principales contraintes, ça va être notamment tout ce qui est, on parle souvent de l'ITP de Safari et l'ETP de Firefox. C'est des mises à jour qui ont eu lieu en 2017, 2018, 2019 à peu près, et qui viennent justement entraver l'utilisation de ces cookies et leur durée dans le temps. Faut savoir qu'un cookie, normalement, ça a une durée de vie d'environ 13 mois. En tout cas, c'est la durée de vie qui est autorisée par le RGPD et la CNIL. Donc, on a le droit de déposer des cookies analytiques et publicitaires et de les setter avec cette durée de vie. Et on a certains navigateurs, notamment là, iOS, Firefox, Brave, etc., qui sont un peu plus durs sur ces restrictions et qui, eux, selon certains critères, vont réduire cette durée de vie à 7 jours, 24 heures, etc. Donc l'un des enjeux, voilà, ça va être de faire en sorte de garder ces cookies dans le temps pour pouvoir, reconnaître l'utilisateur et mieux attribuer ses conversions dans les régies publicitaires. Deux, toujours garder ces identifiants pour reconnaître l'utilisateur à travers les données analytics. Sur un setup classique, donc un setup en client-side, par exemple, les problématiques qu'on va souvent rencontrer, c'est les suivantes. Je vais vous en exposer 3. La première, c'est lié directement aux cookies dont je viens de vous parler. Lorsqu'un utilisateur vient, par exemple, d'une publicité sur Google Ads et atterrit sur votre site au travers d'un périphérique iOS, donc par exemple depuis mon iPhone, automatiquement, les cookies qui seront déposés, donc les cookies Google Ads, peu importe, ou Meta, ou n'importe quoi, même une campagne email, s'il y a des UTM en fait dans l'URL, les cookies vont être automatiquement déposés à 24 heures et restreints à 24 heures. Le problème, c'est que si l'utilisateur convertit 2 jours plus tard sur Google Ads, Meta ou n'importe où, vous serez en incapacité de savoir que c'est le même utilisateur qui a cliqué sur cette campagne et qui a converti. Donc ça pose des problèmes d'attribution, de reconnaissance et de performance des campagnes dans le temps. Le deuxième exemple, ça va être si par exemple l'utilisateur il tape le nom de votre marque directement sur Google, donc via une recherche standard. Là, pour le coup, il ne va pas cliquer sur une annonce publicitaire, donc il va cliquer sur votre lien SEO. Là, donc, dans l'URL, il n'y aura pas de query param, il n'y aura pas d'UTM, ni de Google Click ID, ni quoi que ce soit. Et donc, dans ce scénario-là, les cookies qui seront déposés, parce qu'il y en aura quand même, les cookies GA4, etc., seront limités à 7 jours. Ce qui fait qu'au bout de 7 jours, on sera en incapacité sur Google Analytics de savoir que c'est cet utilisateur également. Et la troisième contrainte, le troisième enjeu sur la partie tracking en 2026, c'est maximiser le volume de collecte. Une fois qu'on a réussi à étendre la durée de vie et de reconnaître l'utilisateur, on va essayer de maximiser le volume collecté. Pour cela, le principal frein, ça va être l'utilisation d'adblockers chez les utilisateurs. Donc, en France, il y a comme une grosse partie de la population qui utilise des adblockers ou qui est sur l'ETP Firefox. Et en fait, ces deux environnements, on va dire, bloquent certaines requêtes qui vont être envoyées soit vers GA4, soit vers Facebook, Google Ads, etc. Donc, en fait, ça vous prive d'un certain nombre de données que vous auriez pu collecter si votre setup était bien optimisé. Donc ça, c'est vraiment les gros enjeux sur lesquels on va devoir travailler pour optimiser la collecte. Pour répondre à ces problématiques, la solution principale, ça va être le server-side. Vous avez sûrement entendu beaucoup parler du server-side ces derniers mois, parce que c'est une solution sur laquelle nous, on communique beaucoup. C'est quelque chose qui est assez tendance là en 2025 et 2026 par rapport au tracking. Et en fait, ça vient répondre notamment aux deux premières problématiques autour de la durée de vie des cookies et autour du volume de collecte. La durée de vie des cookies, comme j'en ai parlé juste avant, ça touche principalement Safari et Firefox, puis Brave et d'autres navigateurs un peu stricts. Et en fait, ces navigateurs, ils ont un certain nombre de règles qui permettent de définir si un cookie doit être limité ou pas dans le temps.
La première règle, ça va être un matching d'adresses IP. Donc, ils vont regarder si les adresses IP qui déposent les cookies sont les mêmes que l'adresse IP du site, etc. Et si ce n'est pas les mêmes adresses IP, ils viennent les restreindre. Donc, nous, grâce au server-side, on est en capacité de venir faire matcher cette adresse IP, donc de contourner un petit peu les règles de restriction et donc d'allonger la durée de vie des cookies. Ça, c'est une première solution. Il y a une deuxième solution aussi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il y a une deuxième solution qui permet d'enregistrer tous les cookies en base de données. Et comme ça, on accepte en fait que ces cookies soient supprimés. Et au moment où l'utilisateur revient, si les cookies sont supprimés, on va pouvoir les resetter pour les garder dans le temps, encore une fois. La deuxième solution que propose le server-side, ça va être donc pour maximiser le volume de données collectées. Là, pour le coup, on va s'adresser principalement à l'ETP de FileZilla, plus les adblockers. Donc, les adblockers, ça fonctionne de la façon suivante, principalement. Les adblockers, ils ont une liste d'URL, une liste d'endpoints connus pour lesquels ils vont bloquer toutes les requêtes sortantes. Donc, par exemple, si vous êtes sur un site e-commerce et que vous avez un tracking client-side, et que vous envoyez des événements e-commerce à Facebook, à chaque fois que vous allez faire un ajout panier, il y a une requête qui va partir vers Facebook en disant l'utilisateur vient de faire un ajout panier. Cette requête, elle possède l'URL Facebook et les adblockers vont targeter justement cette URL pour la bloquer et pour qu'aucune donnée ne soit transmise à Facebook. Grâce au server-side, nous, on est en capacité justement de contourner ce blocage, puisqu'on va arrêter d'envoyer la donnée directement vers Facebook, mais on va venir placer un serveur, un réceptacle, qui va collecter la donnée depuis le site web. Donc, on va prendre la donnée sur le site internet, on va l'envoyer vers notre serveur qui est un sous-domaine de notre site. Là, on a pris l'exemple de Kabaya. Au lieu d'envoyer directement la donnée vers GA4, comme on l'a dans le premier lien en orange, on va l'envoyer vers le serveur de Kabaya, qui, lui, va pouvoir ensuite dispatcher la donnée vers GA4, vers Facebook, vers Google Ads, etc. De cette façon, les requêtes qui vont être envoyées vers le serveur ne seront pas bloquées, parce qu'elles ne disposent pas de pattern identifiable par les adblockers. Vous voyez ici dans la deuxième requête, on a coucou.kabaya. Les adblockers ne vont pas bloquer des requêtes qui contiennent Kabaya. Derrière, c'est pareil, il y a un pattern aussi qui est très connu par les adblockers, c'est le /g/collect. Ça, c'est pareil, c'est un élément qu'on arrive à proxifier, parce qu'on appelle ça proxifier. Donc, on arrive à faire disparaître pour que les adblockers ne puissent pas intercepter ces requêtes. Donc ça, c'est les deux gros avantages que permettent le server-side. Ensuite, le server-side, ça permet d'autres avantages. Notamment, j'en ai mis deux, notamment la mise en place des conversions offline. Les conversions offline, on a sorti déjà pas mal de documentation là-dessus, mais ça permet notamment, principalement pour les business de lead gen, je trouve que c'est l'exemple le plus probant, les business de lead gen qui vont faire des conversions en ligne, puis puis un système via, je ne sais pas, un commercial qui va les rappeler pour convertir ensuite en offline. Nous, on va pouvoir alimenter justement Google Ads ou d'autres régies publicitaires une fois que la conversion finale sera bien alimentée. Ça peut être aussi un cas d'utilisation des conversions offline. Ça peut être également, si vous ne souhaitez pas envoyer directement la conversion à Google Ads, lorsqu'un utilisateur effectue un paiement en virement bancaire. On a le cas avec un autre client qui a une grosse proportion de clients qui font des commandes en virement bancaire qui ne sont pas honorées. Dans ce cas-là, on peut utiliser les conversions offline pour envoyer uniquement à Google Ads, et donc les bons signaux à Google Ads, lorsque le virement est bien reçu et donc que la conversion est bien honorée. Ça permet d'avoir des données beaucoup plus fiables pour les algorithmes et qui ne pensent pas réaliser en fait des ROAS exorbitants, alors qu'au final, 60% des conversions sont avortées. Et le deuxième exemple, c'est l'enrichissement de données depuis le serveur. Certains annonceurs ne souhaitent pas mettre à disposition du client toutes les données dans le data layer. Le data layer, c'est généralement la couche de données qu'on utilise principalement dans un tracking. C'est, on va dire, une petite base de données qui est disponible sur le navigateur de tous les utilisateurs et qu'on vient lire directement avec GTM pour alimenter les différentes régies publicitaires. Dans ce data layer, comme c'est côté navigateur, chaque utilisateur est en capacité d'aller consulter ce data layer. Donc si jamais il y a des informations qui sont sensibles,
que vous ne souhaitez pas envoyer directement dans le data layer, nous, on est en capacité, côté serveur du coup, de réceptionner ces informations, en tout cas de les stocker dans une base de données par exemple, et ensuite aller les chercher pour, venir les récupérer, les envoyer où vous le souhaitez. L'un des use cases les plus pertinents sur cet exemple, c'est les données sensibles telles que la marge. On a pas mal de clients qui commencent à piloter leur campagne avec, de la marge au lieu de les piloter via du chiffre d'affaires, et personne ne souhaite, mettre son chiffre d'affaires, enfin, personne ne souhaite mettre sa marge en clair dans le data layer. Du coup, nous, ce qu'on recommande à nos clients, c'est de mettre, dans le data layer une clé de réconciliation qu'on vient récupérer pour ensuite, faire le matching côté serveur et ensuite récupérer la marge pour l'envoyer au endpoint final. Donc ça, c'est tout ce que nous permet, le server-side à date. Maintenant, on va faire un petit tour, un petit historique sur, les différentes évolutions du tracking sur Shopify et les mises à jour principales auxquelles on a dû faire face. Donc, ces dernières années, il y a eu pas mal de modifications et d'évolutions sur Shopify. La plus connue, c'est bien évidemment, le checkout extensibility, qui est arrivé en 2022, qui a commencé à naître en 2022 et qui a été, rendu obligatoire en 2024. Mais avant ça, il y a eu d'autres, évolutions auxquelles on a dû faire face, telles que, l'arrivée d'iOS 14, avec, les bloqueurs, de publicité qui sont commencés à se développer, et le développement notamment dans Shopify de, Facebook CAPI. Donc, une fois que, à partir d'iOS 14, comme je viens de le dire, il y a eu pas mal d'adblockers qui ont été utilisés par, les différents utilisateurs, et donc, pour éviter de perdre un maximum de données, Shopify a commencé à développer une application en partenariat avec Facebook, du coup, permettant d'envoyer de la donnée directement vers les serveurs de Facebook, un peu comme on le fait nous avec le server-side, afin de contourner toutes ces restrictions. Ensuite, Shopify Extensibility est arrivé en 2022, comme je l'ai dit, et rendu obligatoire en 2024. On va y revenir juste après, mais Shopify Extensibility, en fait, c'est une mise à jour qui oblige maintenant tous les utilisateurs... D'autres personnes n'entendent pas, William. Une mise à jour qui oblige tous les utilisateurs et clients Shopify à passer sur un nouveau format de checkout. Donc, c'est-à-dire que le checkout Shopify, depuis l'été, je crois que c'était août 2024, a standardisé le format du panier, de sorte à ce que tous les e-commerçants aient le même. Et l'objectif final, c'était donc déjà de créer une uniformité sur l'ensemble des sites Shopify, donc de fluidifier le parcours utilisateur, mais aussi pour des questions de sécurité. Le fait d'être passé sur ce nouveau checkout Shopify, ça a quand même pas mal posé de problèmes côté tracking, puisque ce nouveau checkout est dans un environnement de sandbox. Je vais en parler juste après. C'est un environnement de sandbox, c'est-à-dire que c'est un environnement qui fonctionne en isolé, on va dire. Il y a l'ensemble du site qui est éditable, qui va être accessible et éditable via les fichiers liquides. Par exemple, si vous voulez éditer une page produit pour envoyer différents événements sur cette page, des événements d'interaction, d'ajout panier ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir le faire depuis les fichiers liquides. Ça, c'est ce que vous pouvez faire depuis pratiquement toujours sur Shopify, notamment ceux qui avaient déjà le compte Shopify Plus auparavant. Par contre, quand on est dans le panier, tous ces fichiers du theme.liquid, donc le checkout.liquid qui avant était éditable, ne le sont plus. Et donc, on n'a plus la possibilité d'envoyer tous les événements qu'on le souhaitait, type Begin Checkout, Payment Info, Purchase, etc. Donc, depuis l'arrivée de ce Checkout Extensibility, on a dû ruser et passer par une autre fonctionnalité pour continuer de collecter cette donnée et envoyer ces différents événements aux régies publicitaires et analytics. Maintenant, on est obligé de passer par le custom pixel. Donc, on est obligé de créer un custom pixel dédié dans Shopify pour pouvoir alimenter, nous, notre data layer qu'on continue de lire pour ensuite envoyer la donnée où nous le souhaitons. L'un des gros problèmes également de Shopify depuis Extensibility, ça va être la lecture des cookies et la transmission des cookies.
Au moment où nous avons migré la plupart de nos clients sur Shopify, on a eu quelques problématiques sur la transmission des cookies et sur l'attribution post-conversion. Puisque dans le checkout Shopify, les cookies qui sont déposés, donc les cookies par exemple Facebook Click ID, Google Click ID, etc., qui sont déposés dans le navigateur de l'utilisateur, ne vont pas être joints automatiquement dans les requêtes qui vont partir vers le serveur ou vers les différents endpoints. Ce qui fait que quand on arrivait à collecter quand même un purchase et qu'on l'envoyait vers, par exemple, Google, le Click ID n'était pas automatiquement joint. Donc, pour résoudre ce problème, on a dû mettre en place des solutions. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que comme ces cookies sont quand même lisibles depuis le client, on vient les lire, on vient les récupérer et on les envoie manuellement vers le serveur pour pouvoir ensuite les transmettre aux bons endroits. Mais il faut vraiment faire attention si vous faites des configurations à l'avenir là sur Shopify. La partie gestion des cookies dans le checkout, c'est vraiment un point hyper important pour ne pas casser toute votre attribution. Je vais maintenant vous parler des différentes applications natives que l'on peut avoir sur Shopify. Et on va parler des avantages des intégrations natives. Et après, je vais vous parler aussi des limites qu'on peut rencontrer sur ces intégrations natives. Donc, sur Shopify, vous avez un catalogue d'applications natives qui est assez dense, très complet. Ça s'appelle le Shopify App Store. Dans ce marché, vous allez pouvoir retrouver un grand nombre d'applications qui vont pouvoir répondre à la majorité de vos besoins. Donc, vous allez retrouver la plupart des grandes régies publicitaires telles que Meta, Google, TikTok, Pinterest, etc. Vous allez également pouvoir connecter certains outils analytics. Donc, les plus connus sont Google Analytics, Matomo, Piwik, etc. Et vous allez aussi pouvoir connecter des CRM. Donc nous, généralement, les clients qui sont sur Shopify, le CRM les plus utilisés, ça va être du Klaviyo et du Brevo. D'ailleurs, on a déjà fait un webinaire au sujet du tracking Klaviyo. Donc vous pourrez également aller le voir sur notre chaîne YouTube si ça vous intéresse. Mais en tout cas, toutes ces applications sont disponibles directement dans le store Shopify et sont configurables en quelques clics. Je vois que Paul, tu as envoyé une question. Je la lirai et je répondrai à toutes les questions à la fin du webinaire. Merci pour ta question. Et donc, les gros avantages, on va dire, de ces applications natives, c'est que ça ne nécessite pas de compétences pointues en tracking pour les configurer, puisque ça se fait directement dans l'administration Shopify, sans code, en quelques clics, et vous pouvez automatiquement faire remonter de la donnée dans vos outils. Donc, pour une boutique qui est lancée assez rapidement et qui a des besoins très simples en termes de tracking et de remontée de données, vous pouvez très facilement envoyer vos achats, vos conversions principales à Meta, Google Ads, à TikTok et commencer à collecter de la donnée dans GA4. L'un des avantages majeurs aussi à l'utilisation de ces applications natives, ça va être notamment pour les régies publicitaires, la synchronisation des catalogues. Nous, maintenant, même lorsqu'on fait des implémentations donc un peu plus custom avec nos clients, on recommande tout de même de garder les implémentations, enfin les intégrations natives pour des raisons de synchronisation des catalogues. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important aussi pour la partie publicité, c'est de pouvoir récupérer quand même toutes les informations du catalogue produit dans votre gestionnaire de publicité, que ce soit Meta, Google Ads, etc. Donc, on vous recommandera toujours de garder quand même cette intégration, au moins pour le catalogue. Après, on va voir par la suite que ces intégrations, elles ont quand même des limites. Donc, c'est bien pour commencer, c'est bien pour aller très vite et tester potentiellement votre site. Mais après, si vous voulez vraiment l'optimiser et maximiser la collecte et la performance de vos publicités, nous, on recommandera donc de faire une implémentation personnalisée pour toutes les raisons que je vais décrire maintenant. Donc là, on va passer aux limites des applications natives. On note 3 grandes limites à ces implémentations natives. La première, c'est l'absence totale de personnalisation. Donc, comme vous vous en doutez, les implémentations avec les applications natives, c'est quelque chose qui doit être utilisable par tous les e-shops. Donc, c'est quelque chose de standard que Shopify met à disposition de tous les e-commerçants et qui permet de collecter la donnée sur les événements majeurs
et standard e-commerce. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple de Meta, vous allez pouvoir collecter tout ce qui est ajout panier, vue de page produit et purchase. Par contre, si jamais vous avez des événements que vous voulez faire remonter un peu plus particuliers pour optimiser, admettons, votre acquisition sur les nouveaux clients, vous n'allez pas pouvoir envoyer d'événements personnalisés, purchase, new client, en automatique à Facebook, à Google Ads, à TikTok, etc. Ça, c'est un point un peu négatif quand même des applications natives, c'est qu'on ne va pas pouvoir, pareil, faire matcher au maximum vos objectifs de tracking avec vos objectifs business. Par exemple, si on a des clients qui sortent des produits en bundle ou des choses comme ça, les intégrations natives ne prennent pas en compte ce type de produit. La deuxième limite qu'on a notée sur les intégrations natives, ça va être des sous-optimisations structurelles qui ne peuvent pas être optimisées automatiquement, notamment toutes les restrictions dont j'ai parlé tout à l'heure liées à la limitation de la durée de vie des cookies ou bien aux données qui vont être interceptées par les adblockers. Quand vous êtes en intégration native, sur la majorité des applications que vous allez utiliser, que ce soit GA4, Brevo, Klaviyo, Pinterest, etc., la majorité des événements qui vont être transmis aux différents outils publicitaires, CRM, etc., vont être transmis en client-side, ce qui fait qu'encore une fois, tous ces endpoints sont connus par les adblockers, et donc la majorité de ces données vont être interceptées. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez néfaste pour votre optimisation de tracking, puisque ça va vous amputer d'environ 20-25% de volume de collecte. Donc là, on parle uniquement du volume. Et une autre sous-optimisation aussi qui est assez importante, c'est pas vraiment une sous-optimisation, c'est une incohérence dans la collecte des données. On a noté, nous, sur plusieurs clients, que en cas de configuration native via différentes extensions, il n'est pas rare d'avoir des problèmes de collecte de données avec des gros drops ou comment dire, il n'y a plus de données qui vont remonter, par exemple, dans Facebook à partir d'un moment parce que l'intégration a subi un bug. Et donc, comme on n'a pas la main dessus et que c'est vraiment en pilote auto, on peut pas venir corriger, on est obligé d'attendre que ça se corrige tout seul. Donc ça, c'est un peu problématique d'être dépendant de ces applications pour pouvoir gérer son tracking. Et le dernier point, ça va être des problèmes de gouvernance. Le fait d'avoir une centralisation de tout votre système de tracking dans Google Tag Manager, par exemple, ça permet déjà de tout centraliser et de savoir où est-ce qu'on doit faire les modifications pour optimiser notre tracking. Et ça permet également de faciliter la gestion de l'ensemble des tags, les évolutions. Si jamais vous lancez de nouveaux événements, ce sera beaucoup plus simple de les répercuter sur l'ensemble de vos endpoints si c'est dans GTM plutôt que de le faire via intégration native, comme on l'a mentionné précédemment. Ensuite, l'une des grosses problématiques aussi des implémentations natives, ça va être la différence d'optimisation selon les applications. Certaines applications, comme je l'ai dit juste avant, permettent quand même d'alimenter Facebook API, notamment en server-side. Donc ça permet quand même d'éviter d'être intercepté par les adblockers. Et donc, ça veut dire que Facebook est un petit peu plus optimisé que du Pinterest ou du Klaviyo, typiquement, qui lui est essentiellement en client-side. Donc c'est un peu dommage de gérer tout son tracking via Shopify, mais de ne pas savoir vraiment qu'est-ce qui est résilient par rapport aux adblockers et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors que quand on centralise tout vraiment dans Google Tag Manager, on sait très bien que tout ce qu'on a configuré en server-side va bypasser les adblockers. Tout ce qu'on a configuré pour allonger la durée de vie des cookies sera beaucoup plus résilient aussi, etc. Ensuite, le dernier point qui est un point également très important par rapport aux intégrations natives, ça va être la gestion du consentement. Par défaut, alors depuis qu'on a lancé depuis qu'ils ont rendu obligatoire le checkout extensibility, on est obligé également d'envoyer
les signaux de consentement à l'API Shopify. Donc Shopify a une API qui doit collecter automatiquement le consentement pour pouvoir ensuite alimenter comme il se doit les différents outils. Donc si typiquement vous utilisez Facebook comme application native, il est essentiel de réussir à envoyer le consentement des utilisateurs à Shopify pour que Shopify puisse adapter son comportement et envoyer la donnée à Facebook uniquement lorsque l'utilisateur a bien accepté les cookies. Ça, c'est hyper important et c'est quelque chose qui n'est pas natif pour toutes les CMP. Donc, certaines CMP sont configurables directement dans Shopify et donc réussissent à transmettre automatiquement le statut de consentement. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, il faut faire des configurations un peu plus custom. Notamment, nous, ce qu'on fait, c'est généralement dans GTM, où on vient transmettre directement le consentement à l'API Shopify via une commande que je vais vous montrer juste après. Maintenant, nous allons parler de la structure idéale, l'anatomie de l'architecture Shopify idéale. En tout cas, c'est celle que nous, on utilise principalement pour nos clients, pour les nouvelles implémentations. Donc, je vous ai fait un schéma qui essaie de montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on a tout en haut le socle de collecte, c'est-à-dire le site internet Shopify de notre client, qui va, en fonction du parcours utilisateur, envoyer un certain nombre de données, soit directement dans le data layer qu'on va venir récupérer par la suite via GTM, soit dans différents endpoints. Donc, ça peut être au travers des applications, ça peut être au travers de l'API Shopify. Et nous, ensuite, via GTM, on vient centraliser toutes ces données-là en les récupérant à droite, à gauche. Par exemple, l'API Shopify, une fois qu'on est dans le checkout, on va l'interroger pour récupérer l'information de la conversion de l'utilisateur. Donc, dans le checkout, lorsque l'utilisateur va convertir, va faire un achat, nous, on va venir interroger l'API qui va nous dire « OK, aujourd'hui, William, il a fait un achat. » Et là, on va pouvoir récupérer ce purchase et l'envoyer dans les outils de destination. Mais donc, ça va forcément passer par GTM. Donc, en violet, j'ai mis tous les flux qui viennent centraliser la donnée vers GTM. Le premier GTM en haut, c'est GTM client-side. Et ensuite, nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met une deuxième couche en server-side. Donc là, c'est le flux de GTM vers SGTM qui va envoyer la donnée au serveur, qui va ensuite la dispatcher vers les différents outils. Et donc, c'est grâce à SGTM qu'on peut ensuite alimenter TikTok, GA4, Klaviyo, Google Ads, etc., en bypassant, encore une fois, les adblockers. Dans certains cas, pour certaines applications, on recommande quand même à nos clients de fonctionner en hybride. Je prends le cas de Klaviyo, par exemple. Quand on fait des configurations sur Klaviyo, généralement, on demande à nos clients de conserver l'intégration native de Klaviyo et de mettre la nôtre en parallèle. Comme ça, on s'assure d'avoir déjà une configuration en hybride et de maximiser la collecte de données en utilisant toutes les ressources qui sont à notre disposition. Mais voilà. Donc, l'architecture globale qu'on utilise généralement chez nos clients, c'est celle-ci. Si je reviens d'ailleurs sur cette architecture, l'un des gros avantages aussi à mettre en place du server-side, ça va être de minimiser le volume de scripts qui vont être chargés sur le site internet. Là, typiquement, on s'en rend compte assez facilement sur ce schéma. Mais par exemple, si je fais un ajout panier sur le site de mon client, au lieu d'envoyer un script par régie publicitaire, donc admettons Facebook, Google Ads, TikTok, Meta et Google Analytics, donc au lieu de charger 6 scripts directement sur le site internet, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger uniquement le script du transporteur GA4, uniquement le script qui va nous permettre de collecter l'ajout panier et de l'envoyer vers le serveur, donc ce qui va diviser par 6 pratiquement les ressources chargées sur le site. Et ensuite, une fois arrivé vers le serveur, avec un seul flux, on est en capacité de le dispatcher vers tous les endpoints. Par rapport à la gestion de la collecte, depuis Extensibility, on doit changer un petit peu la méthode de gestion de collecte. Hors du checkout, on peut fonctionner un peu de la même façon qu'avant, c'est-à-dire que tous les fichiers qui sont dans les thèmes.liquid sont accessibles. C'est-à-dire que vous allez toujours pouvoir aller éditer ces fichiers
pour collecter de la donnée et alimenter votre data layer. Par contre, dès lors que vous allez rentrer directement dans le checkout, tous ces fichiers ne seront plus accessibles et vous allez devoir uniquement utiliser l'API Shopify. Donc l'API Shopify, il y a une documentation qui est très bien faite. Elle nous met à disposition tous les événements e-commerce standards qui permettent de savoir où en est l'utilisateur dans son parcours d'achat, quel est le contenu de son panier, comme il s'appelle aussi, on a toutes ces informations personnelles, jusqu'à la transaction. Et ça, c'est des informations que Shopify nous met à disposition au travers de son API de façon assez fiable. Et donc, ça facilite un petit peu le travail au final. Quand on arrive à comprendre comment fonctionne cette API, ça facilite le travail puisqu'on a juste à la requêter. On n'a pas besoin d'ajouter de conditions de déclenchement de certains événements. C'est l'API qui nous dit quand officiellement un purchase a été activé, quand chaque étape du parcours d'achat a été validée. On n'a pas besoin de se poser la question, l'API tranche pour nous. Ce qu'on fait généralement chez nos clients maintenant, quand on fait des configurations Shopify, on utilise principalement les 2 modules Addingwell ou Stape. Addingwell ou Stape, on en parle souvent aussi sur nos différents canaux. C'est des outils qui permettent de déployer du server-side, déployer des conteneurs server-side, GTM principalement. Et ces 2 outils proposent également une application sur le Shopify App Store. C'est une application qui vous permet de charger directement déjà votre conteneur GTM sur votre site Shopify. Et ensuite, c'est l'application qui va automatiquement aller requêter l'API pour récupérer les différents événements. Les différents événements hors du checkout, mais également dans le checkout. Donc là, le gros avantage de passer par ce type d'application, c'est qu'en quelques clics, vous allez pouvoir installer votre conteneur. Si vous êtes en server-side, vous allez pouvoir le proxifier. Vous allez pouvoir étendre la durée de vie des cookies. Et vous allez pouvoir collecter l'ensemble des événements standards e-commerce que supporte Jacket. C'est-à-dire que vous allez avoir la vue de page catégorie, la vue de page produit, l'ajout panier, l'affichage du panier, le begin checkout, etc., jusqu'au purchase. Et donc, toutes ces informations sont automatiquement envoyées dans le data layer par Addingwell et Stape. Ensuite, vous avez juste à configurer GTM pour récupérer ces informations et les envoyer où vous le souhaitez. En cas de configuration avancée, donc quand je parle de configuration avancée, c'est principalement des configurations exotiques qui nécessitent de récupérer des informations un peu particulières, autres que par exemple un achat classique où il y a 5 produits dedans. Voilà. Par exemple, un utilisateur un e-commerçant qui propose un système d'abonnement, de façon standard, on ne va pas pouvoir récupérer automatiquement la valeur de l'abonnement. On ne va pas pouvoir savoir distinguer si l'utilisateur vient de souscrire un abonnement ou vient seulement d'acheter un produit unique. Et via une configuration un petit peu plus avancée, on est en capacité d'ajouter ce type d'informations et de venir enrichir le tracking avec un peu plus de custom. Donc, de manière générale, même sur des configurations avancées, nous, on recommande d'utiliser quand même comme socle, comme fondation, on va dire, les applications Addingwell ou Stape, au moins pour l'essentiel du tracking e-commerce. Et ensuite, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur des événements très précis qui sont propres à votre business, là, vous pouvez aller chercher directement, aller customiser un petit peu plus les fichiers liquides pour envoyer des informations complémentaires. Et après, si par contre, ces informations elles sont dans le checkout, là, il faudra aller toucher directement au custom pixel pour rajouter les informations que vous souhaitez, à condition qu'elles soient disponibles. Et après, si les informations ne sont pas disponibles directement dans le Customer Pixel ou via l'API Shopify, comme je vous parlais tout à l'heure, on est aussi en capacité de faire des setups server-side qui permettent d'enrichir la donnée côté serveur, avec le use case de la marge de tout à l'heure. Tout à l'heure, je parlais de la gestion du consentement. C'est quelque chose d'hyper important sur Shopify puisque, par défaut, si vous utilisez toutes les applications natives de Shopify et que vous installez la CMP sans trop faire attention à comment le consentement est transmis, probablement qu'il ne sera pas transmis. Et donc, toutes les applications natives derrière qui nécessitent le consentement pour collecter de l'information ne vont pas bien fonctionner. Donc, il est important de se poser la question dès le setup
de vos différentes applications, si elles nécessitent un consentement déjà pour collecter la donnée, et si c'est le cas, est-ce que l'API Shopify, donc la Customer Privacy API, collecte correctement ce consentement pour pouvoir le transmettre aux différents outils, donc notamment pour Google Ads, Google Analytics, etc. Ça va être tout ce qui est consent mode. Pour Facebook, on est en consent strict, donc on va être sur du consentement binaire. Donc Facebook, Shopify doit savoir si l'utilisateur a accepté le consentement marketing ou pas pour alimenter Facebook. Et donc tout ça, c'est hyper important de bien le setup. Ici, je vous ai mis une capture d'écran. Alors, c'est pas hyper compliqué à setup, mais il faut vraiment juste se poser dessus et y penser. Je vous ai mis une capture d'écran sur la droite du script qu'il faut utiliser pour donner le consentement à Shopify. Donc, c'est juste une commande qui vient faire un set du tracking consent directement dans la Customer Privacy API avec 3 catégories. Donc là, on voit, il y a la catégorie Analytics pour toute la collecte de données à des fins d'analyse, la catégorie Marketing pour tout ce qui est publicitaire et la catégorie Préférence pour l'utilisation classique du site Internet. Pour avoir une configuration personnalisée, on va dire, avec le server-side qui est très optimisé et qui sera plus performante qu'une configuration classique via les modules natifs, il y a quand même 3 grands prérequis, sans quoi votre configuration elle sera à peu près aussi performante qu'une configuration classique avec des applications natives. Le premier prérequis, ça va être de maximiser la collecte. Pour ça, il y a 3 grands principes sur la maximisation de la collecte. Le premier, ça va être de faire en sorte que votre conteneur GTM charge systématiquement. En effet, si vous ne proxifiez pas le chargement de votre conteneur GTM, donc c'est-à-dire changer l'URL de chargement de votre conteneur, je ne sais pas si vous avez tous vu déjà un script de chargement de conteneur, mais quand on est dans GTM, généralement, on a un petit script tout en haut à droite qui est accessible et qui permet de charger votre conteneur sur votre site. En fait, dans ce script-là, vous avez une URL de chargement qui contient l'URL googletagmanager.com. Cette URL, c'est une pattern, pareil, qui est identifiée par les adblockers et qui est systématiquement bloquée lorsqu'elle est identifiée. Et donc, les adblockers viennent couper en fait le chargement de GTM. Donc, plus rien ne va être collecté ni chargé. Ensuite, on a la proxification de la librairie Gtag. Donc ça, c'est dans le cas où vous utilisez un transporteur GA4, ce qui est utilisé dans 95% des cas. Il faut bien faire attention à ce que la librairie Gtag soit proxifiée également, auquel cas, elle pourra être également bloquée. Et donc, dans ce cas-là, la collecte sera aussi entravée par le fait que cette librairie Gtag ne sera pas chargée. Le dernier point, ça va être les requêtes transporteurs. Comme on sera dans le cadre d'une configuration server-side, je vous l'ai montré tout à l'heure dans l'architecture de tracking, on a un flux qui va partir de GTM Client vers GTM Server, et ce flux, il faut faire en sorte qu'il ne soit pas non plus intercepté. Donc, pour qu'il ne soit pas intercepté, évidemment, il faut changer l'URL de destination. Donc ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, on va changer l'endpoint analytics vers votre sous-domaine, mais on va également proxifier le premier chemin de la requête pour retirer le pattern qui est identifié, le /g/collect, pour mettre quelque chose de random. Ensuite, je l'ai mis en facultatif, mais lorsqu'il est possible, on recommande de proxifier également la CMP. Toutes les CMP ne le proposent pas, Didomi le propose en revanche. C'est-à-dire que certains adblockers, alors c'est les adblockers les plus avancés, je sais que Ghostery permet cette fonctionnalité, mais lorsque Ghostery est activé sur le navigateur d'un client, en fait, il va identifier automatiquement toutes les CMP et donc les bannières qui sont affichées à l'écran des utilisateurs, et il va les bloquer. Et donc votre bannière n'apparaîtra jamais à l'écran de l'utilisateur, donc l'utilisateur ne pourra jamais donner son consentement, et donc vous pourrez jamais non plus transmettre la donnée à Facebook, par exemple, lorsqu'il y aura une conversion, puisque vous allez regarder si le consentement a été donné, il n'a pas été donné, je ne peux rien transmettre. Donc ça, c'est un point aussi qui est assez important et qu'on fait
qu'on voit très rarement en place, c'est la proxification de la CMP. Donc faire en sorte, pareil, que l'URL de chargement de la CMP ne soit plus Acceptio, Didomi, OneTrust ou quoi que ce soit, mais une URL random qui ne sera pas interceptée. Ensuite, le deuxième prérequis, ça va être de maximiser la reconnaissance d'un utilisateur dans le temps au travers des cookies. Donc ça, c'est assez simple à mettre en place une fois qu'on est en server-side sur Shopify, puisque Shopify nous permet d'avoir automatiquement sur tous les Shopify, sur tous les sites Shopify, un cookie qui répond déjà aux exigences de Stape et d'Addingwell pour l'utiliser comme clé de réconciliation et comme clé, on va dire, pour redéposer les cookies dans le temps, comme je l'avais évoqué tout à l'heure. Donc ce cookie, ça s'appelle le _Shopify_Y, et c'est un cookie qu'on peut venir récupérer, qui lui ne sera pas restreint à 24 heures ou 7 jours. C'est un cookie qui a une durée de vie de 13 mois. En fait, ce qu'on vient faire dans la configuration, c'est qu'on vient récupérer ce cookie, le stocker en base de données, et en même temps stocker tous les autres cookies qui étaient disponibles sur le navigateur de l'utilisateur et qui nous intéressent en base de données avec cette clé de réconciliation. Comme ça, si l'utilisateur revient 7 jours plus tard et que tous ces cookies analytics et publicitaires ont été supprimés, on va pouvoir interroger ce cookie-là qui, lui, est toujours présent pour pouvoir récupérer tous les autres cookies et les redéposer. Et ça nous permet d'étendre, du coup, la durée de vie de l'ensemble des cookies analytics et publicitaires à environ 13 mois. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important pour l'analytics et pour les campagnes pub, surtout pour l'attribution. La deuxième méthode, j'en parlerai un peu moins, c'est le reverse proxy. C'est une méthode qui fonctionne très bien également pour allonger la durée de vie des cookies. Ça permet de faire matcher les adresses IP. Je vous en ai parlé aussi tout à l'heure en introduction. Ça, on ne le met pas en place sur Shopify puisque c'est beaucoup plus simple d'utiliser le Shopify Y qui est natif et disponible sur tous les Shopify que d'utiliser le reverse proxy. En revanche, si vous êtes sur un site qui n'est pas sur Shopify, là, on pourra, il est question d'envisager le reverse proxy par rapport au cookie restore en fonction de la complexité technique. Et enfin, pour avoir une configuration vraiment optimisée, nous, on recommande, et on le fait du coup systématiquement pour tous nos clients, c'est de maximiser l'identification personnelle d'un utilisateur. Donc, on sait que, alors que ce soit pour l'algorithme publicitaire ou pour vos scénarios CRM, l'identification d'un utilisateur, ça passe pas uniquement par les cookies, ça passe également par tout ce qui est PII, donc données personnelles, nom, prénom, mail, téléphone, etc. Donc, par défaut, si vous utilisez des applications natives, donc par exemple, si vous avez un setup Klaviyo uniquement avec l'intégration native de Shopify, Shopify va récupérer vos données personnelles uniquement quand vous allez vous connecter à un compte client. Donc, parce que voilà, il va réussir à récupérer vos noms, prénoms et toutes les informations et être en capacité à les transmettre à Klaviyo. En revanche, si vous avez d'autres points de contact sur votre site internet par lesquels on peut récupérer l'adresse email des clients, qui sont un peu plus custom, on va dire, Klaviyo sera en incapacité de les récupérer parce que Shopify et son intégration ne les transmettra pas. Donc nous, ce qu'on fait pour nos clients, il y a pas mal de clients qui possèdent notamment des typeforms, des formulaires un peu custom sur le site, etc. Nous, tous ces formulaires-là, on vient les traquer de façon custom. Généralement, ça se fait en JS sur GTM. Et on vient récupérer déjà la soumission, mais également les informations personnelles qui sont contenues. Donc, par exemple, si un utilisateur soumet un formulaire Typeform sur le site, mais n'a jamais créé de compte, ne s'est jamais connecté à un compte client ni quoi que ce soit, nous, on va récupérer cette soumission, on va récupérer le mail de l'utilisateur, et on va également pouvoir l'envoyer à Klaviyo, on va également pouvoir l'envoyer même à Facebook pour toute la navigation de l'utilisateur sur le site, même s'il n'est pas connecté. Donc ça, c'est un gros avantage aussi à la configuration personnalisée, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin dans l'identification des utilisateurs que ce que permet du coup les intégrations natives. Ce qu'on fait également pour maximiser, toujours dans l'objectif de maximiser l'identification, c'est qu'une fois qu'on a réussi à trouver l'utilisateur, via n'importe quel formulaire ou connexion au site internet, on dépose ces PII dans des cookies
qui sont déposés depuis le serveur et qui, du coup, perdurent aussi dans le temps. Et comme ça, cross-session, tant que ce cookie est disponible, on est encore en capacité de savoir que c'est tel utilisateur qui était venu la dernière fois et on peut reprendre ces données personnelles pour continuer d'alimenter, par exemple, Klaviyo ou Facebook si jamais l'utilisateur n'est pas connecté, mais fait un ajout panier avec ce cookie. Donc ça, c'est très puissant. Et ça, c'est possible de le faire uniquement via GTM. Et enfin, je vais finir par vous présenter quelques résultats qu'on a eus sur différents comptes clients avec des configurations Shopify personnalisées depuis GTM server-side. Quelques chiffres. Donc déjà, premièrement, quand on fait des implémentations tracking, le plus important, enfin, il y a 2 axes hyper importants, on va dire. Le premier, c'est la confiance dans les données qu'on va collecter. Donc savoir que toutes les données qu'on va collecter sur le site internet et qu'on va envoyer aux outils analytics sont fiables et sont proches de la réalité. C'est impossible d'être 100% ISO avec ce que vous aurez dans le back-office. En revanche, l'objectif, c'est quand même de s'en rapprocher le plus possible. Et donc nous, avec ces configurations et l'architecture que je viens de vous décrire, on arrive en moyenne avec nos clients à atteindre 93% de fiabilité et de précision, du coup, sur la donnée qu'on vient collecter. Ces 93%, ils sont basés sur des données transactionnelles de type, du coup, achat plus chiffre d'affaires. Et donc là, on a regardé le chiffre d'affaires qui remontait dans les outils analytics, que ce soit Piano, GA4 et Piwik, par rapport au chiffre d'affaires qu'on peut retrouver dans le back-office Shopify. On a également comparé le volume d'événements qu'on peut envoyer vers Facebook KPI pour ce même événement de purchase. Et dans ce cadre-là, on arrive à une précision de 95%. Et pour Typeform, toutes les soumissions de formulaires, là, on était à 97%. Donc c'est hyper important, à chaque fin de setup, à chaque fin de configuration de tracking, de vérifier le taux de précision de votre collecte de données pour au moins valider que le tracking est fiable et avoir cet ordre de grandeur sur la précision de votre collecte. La deuxième métrique sur laquelle on s'anime, c'est le volume de collecte. Là, pour le coup, on a regardé le volume de collecte gagné grâce au server-side sur une implémentation Facebook KPI. Donc là, en moyenne, grâce à notre implémentation tracking server-side, on arrive à gagner à peu près 22% de volume de données collectées supplémentaires, également pour Facebook API, également pour Google Ads. Donc ça, c'est 22% de conversion en plus qu'on va pouvoir envoyer aux signaux algorithmiques et 22% de conversions qui vont pouvoir être attribuées à vos outils publicitaires. Et la dernière métrique, ça va être du coup la performance. C'est difficile de mesurer le gain en performance algorithmique, on va dire purement publicitaire. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est plutôt attardé sur la partie CRM. Et là, ce qu'on a analysé chez nos clients, c'est que sur les scénarios de récupération d'utilisateurs qui ne pourraient pas être captés via une intégration native, on arrive à gagner 40% de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc là, les 40% de chiffre d'affaires récupérés, c'est sur un scénario d'abandon de panier dans laquelle on a créé une population d'utilisateurs pour laquelle on n'a pas réussi à capter leur comportement on-site sans utiliser SGTM. Et donc, c'est ces utilisateurs qui rentrent dans notre scénario captés grâce à SGTM, et ensuite, on arrive à les réintégrer et à mesurer le chiffre d'affaires qu'ils ont généré. Et après, en petit, j'ai mis 19%. Ça, c'est grâce à tout ce que je vous ai dit juste avant sur l'identification des utilisateurs, tout ce qu'on fait de personnaliser pour réussir à capter au maximum les PII. On arrive à augmenter d'à peu près 19% le taux d'identification d'un utilisateur. Donc, toutes ces données-là, c'est des données en provenance de Klaviyo. Voilà, j'ai fait le tour de ma présentation. Je vais passer aux questions. Merci de m'avoir écouté. Alors, il y en a quelques-unes. Merci, William. Je te laisse le temps de les relire. Il y en a quelques-unes auxquelles certains ont déjà répondu dans le chat. OK. Les premières questions sont celles de Paul. Si je comprends bien, le GCLID, GCLID, n'est pas déposé dans le checkout et donc n'est pas envoyé avec les event purchase. Est-ce qu'il faut donc le stocker en amont côté serveur?
OK. C'est une bonne question. Alors, je crois que je peux l'afficher. Oui. C'est une bonne question, Paul. Alors, si le Gclead, en fait, les cookies continuent à être déposés dans le checkout, il n'y a aucun problème sur le dépôt de cookies. En revanche, sur un site classique, par exemple, donc un site pas Shopify et pas sur le checkout, dans toutes les requêtes qui vont partir vers les régies publicitaires, les outils analytics et le serveur, les cookies vont être automatiquement joints aux requêtes dès lors qu'elles sont déposées sur le domaine en question. Là, pour le coup, c'est plus le cas dans le checkout. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient lire la valeur du cookie en tant que tel, et après, on va envoyer la valeur au serveur en event param, on appelle ça, pour pouvoir la récupérer et l'envoyer correctement après vers Facebook Ads ou Google Ads, par exemple. Mais si les cookies sont quand même déposés, il faut juste bien faire attention à les lire et à les transmettre. Il faut forcer en fait la transmission des cookies. J'espère que j'ai répondu à ta question. Question pour la fin. Est-ce que ces applications natives respectent bien les normes européennes, l'envoi des données? On est sûr qu'ils n'espèrent pas tout, n'importe quoi. Ces applications natives respectent bien. Alors, lorsque le consentement est bien transmis, en tout cas à l'API Customer Privacy de Shopify, ces applications natives respectent en effet le RGPD et donc ne transmettent les informations que lorsqu'elles sont soumises au consentement et acceptées par l'utilisateur. Si ce n'est pas le cas, si l'utilisateur refuse, rien ne sera transmis automatiquement. Après, sur l'utilisation des données en tant que telles, c'est des applications. Alors, il faut regarder bien évidemment toutes les applications. Celles que j'ai citées, c'est des applications officielles. Donc, évidemment qu'elles se soumettent aux lois européennes. Alors, ensuite, on avait une question de Karine, mais elle a été répondue par Anthony. Question de Mélissa. Est-ce qu'on a besoin de Shopify Plus pour pouvoir faire du tracking custom encore aujourd'hui ou pas? Non, alors Shopify Plus, alors historiquement, je crois que c'était avant 2022, où on avait en effet besoin d'avoir un compte Shopify Plus pour pouvoir éditer les fichiers liquides. Maintenant, c'est accessible pour tous les comptes Shopify. Par contre, du coup, ça ne l'est pas dans le checkout, mais ça, c'est pareil pour tout le monde. Et donc, à l'inverse, c'est pas parce que vous avez Shopify Plus que vous allez pouvoir éditer le checkout. C'est impossible dans tous les cas d'éditer le checkout, peu importe la formule que vous utilisez sur Shopify. Hop, très clair. Ensuite, on a Olivier qui nous a envoyé une doc. Hop. Si Storage dans le checkout propose cette doc. Alors, il faut ouvrir. Ouais, je vais pas pouvoir ouvrir cette doc. C'est ce que vous utilisez pour réussir à faire passer les cookies et les informations vers GTM. Pas de difficulté. Alors, j'ai pas lu la doc en question. En revanche, je peux dire exactement comment nous on fait. Dans le checkout, par exemple, quand on fait un achat, enfin quand il y a un acte d'achat, nous on a un tag transporteur qui va se déclencher, un tag GTM GA4 transporteur, qui va envoyer donc l'événement purchase au serveur avec toutes les informations du produit, du panier, etc. Dans le panier, typiquement, il y aura le transaction ID, admettons. Et en fait, au lieu de récupérer dans le serveur la donnée du click ID sous forme de cookie, on va venir l'envoyer tel qu'on l'envoie le transaction ID, c'est-à-dire en event parameter. On va arrêter de l'envoyer sous forme de cookie, on va l'envoyer en format en variable classique, quoi. Donc dans ton tag GTM, tu vas pouvoir rajouter un event parameter et tu vas mettre le nom de ton cookie et la variable qui vient lire ton cookie en client-side. Mais on ne peut plus compter sur le fait que les cookies sont directement joints. Dernière question de Lucien. Sommes-nous dans un tracking serveur-serveur ou est-ce encore du tagging server-side? Dans le schéma que j'utilise, alors je ne sais pas si c'est... Je vais revenir sur mon schéma ici. Tac, 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 tac. Ouais, voilà. Sur ce schéma-là, on est sur un tracking hybride, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait généralement sur tous nos clients, c'est-à-dire qu'on laisse quand même un conteneur client-side, un conteneur GTM navigateur, pour venir collecter toute la donnée grâce au data layer ou grâce au comportement on-site de l'utilisateur. Et ensuite, on envoie directement cette donnée vers notre serveur, notre GTM serveur, avant de l'envoyer vers le endpoint final, qui lui sera du coup en connexion serveur to serveur. Donc, par exemple,
Si je prends l'exemple de Meta, ce qu'on va faire, donc en tracking hybride, c'est qu'on va collecter le purchase de façon classique en browser-side, en client-side. On va l'envoyer à Meta. Possiblement, celui-là, il va être intercepté par un adblocker, mais c'est pas grave parce qu'on va avoir également notre flux transporteur qui va partir vers le serveur, qui lui ne sera pas intercepté. Et ensuite, une fois que ça arrive au serveur, là, on fait du serveur to serveur vers Facebook API, et là, c'est impossible de l'intercepter. J'espère que ça répond à ta question. Et parfait, on a fait le tour. Il est 18h, donc on est tout pile dans les temps. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser ici. Si vous avez d'autres questions, dans tous les cas, vous pouvez toujours m'écrire directement sur mon email, thomas@boril.io. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Comme je disais en début de webinaire, nous, la vidéo, elle sera uploadée sur YouTube ce soir ou demain. Donc voilà, on compte sur vous pour la repartager si vous avez trouvé ça intéressant. Et pareil, on le republiera sur LinkedIn. Donc voilà, n'hésitez pas à partager pour qu'on puisse propager ces connaissances à tous ceux qui en ont besoin. Merci tout le monde. Merci encore William. Et puis de toute façon, nous, on reviendra dès la rentrée avec des nouveaux webinaires, que ce soit sur le tracking, la data ou le marketing automation. Donc si vous êtes dans la newsletter, vous recevrez de toute façon les invitations. Et si vous n'êtes pas sur la newsletter, c'est le bon moment de vous inscrire. Vous pouvez le faire sur le site directement. C'est ça. Merci à tous. J'espère que cette présentation, du coup, vous aura plu. Et sinon, on se retrouve plus tard pour potentiellement un prochain webinaire. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.